en direct à LCN. Commun ou d'un événement d'actualité, captez-le sur le vif avec votre téléphone. Envoyez-nous sans tarder vos vidéos et vos photos. Elles pourraient être diffusées à TVA, dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Envoyez dès maintenant vos images à scoop@tva.ca. Allons retrouver Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Luc Lavoie qui sont avec nous. Alors, avant d'aller plus loin, allons d'abord retrouver le collègue Yves Poirier au centre-ville de Montréal. Yves, la manifestation pro-Palestine est sur le point de commencer. Absolument. Et là, je vous dirais, Julie, que la foule a grossi très rapidement. Je calcule facilement au moins plus de 1000 personnes réunies ici sur le boulevard de Maisonneuve. On est dans la portion ouest du boulevard, tout près de la rue Guy, à 2 pas de l'Université Concordia. Et là, on y va d'un slogan après l'autre. Peut-être le slogan le plus frappant déclaré jusqu'à présent, c'est celui-ci. On dit qu'Israël assassine les enfants de la Palestine et on enchaîne ensuite en disant que nous voulons justice et solidarité avec la Palestine, libérer la Palestine et j'en passe. Bref, le mot résistance revient souvent, Julie. Je vais faire entendre immédiatement des réactions qu'on a obtenues au cours des dernières minutes. Les Palestiniens vivent dans un ghetto maintenant, comme des Juifs qui vivaient dans un ghetto sous le tsar russe. Là, vous parlez de la bande de Gaza, là. La bande de Gaza aussi, dans chacune des villes dans le Transjordanie où j'étais. Alors, ça va se régler comment, ce conflit? Un cessez-le-feu négocié avec Hamas. C'est des gens qui revendiquent leur terre, ni plus ni moins. Alors, Hamas, pour vous, ce n'est pas un groupe terroriste? Pour moi, ce n'est pas un groupe terroriste, c'est des combattants qui revendiquent leur terre. Et je suis d'accord avec vous. Julie, que cette foule assez imposante va se mettre à marcher dans les prochaines minutes. Il y a quelques policiers, plusieurs en fait, tout autour. Ils sont aux aguets, gardent quand même une certaine distance. Somme toute, malgré des slogans, je vous dirais, assez forts et puissants contre Israël, ça demeure pacifique. On reste ici, c'est en développement au centre-ville de Montréal, Julie. Merci beaucoup, Yves. Alors, retrouvons Emmanuel, Mario et Luc. Manifestation pro-Palestine. Mario, ce n'est pas la première à Montréal, on l'a vu dimanche dernier. Mais puisqu'elle survient en ce jour de rage décrété par le Hamas, comment tu l'interprètes? Bien, c'est des gens, qu'ils le veuillent ou non, puis il peut en avoir dans le groupe qui ont l'air raisonnables lorsqu'ils parlent de l'histoire du peuple palestinien, mais cette semaine, ils répondent à l'appel d'un chef de groupe terroriste qui leur dit « Nous, on a commis des actes, on a tué des enfants, puis on veut que des gens marchent dans les rues pour dire qu'on a raison, là, pour dire qu'on a une cause qui justifiait. Quelque part, c'est ça. On veut des gens qui marchent dans les rues pour dire la cause est assez grande, ce qui arrive au peuple palestinien est assez terrible, que ça justifiait de faire ça. Puis présentement, on a à Montréal des centaines, des milliers de personnes qui viennent faire exactement ce qui leur est demandé, qui justifient de toutes les manières les exactions qui ont été commises par le Hamas. Oui, parce que Luc, il ne parle pas de terrorisme, mais de résistance. Il ne parle pas de terrorisme en parlant des combattants du Hamas, mais simplement des gens qui défendent leur territoire. Ben, c'est la vision des pro-palestiniens. Ils voient dans le Hamas le seul des mouvements palestiniens qui est prêt à aller jusqu'au bout. Maintenant, pour rejoindre ce que disait Mario il y a une seconde, écoute, c'est parce que ça fait tellement étrange. Ils ont coupé la tête des bébés, ils les ont mitraillés, ils ont fait n'importe quoi. Je suis pas sûr qu'ils réussissent grand-chose de bien intelligent en faisant une manifestation comme celle-là maintenant. Emmanuel? Oui, bien, c'est ça le problème, moi, je pense, dans le courant de la semaine, parce qu'on a vu et on est... Savoir l'horreur et la voir et en saisir l'ampleur, c'est pas la même chose. Et c'est ce que la semaine nous a révélé, l'ampleur de la barbarie, l'ampleur de la cruauté. Et dans ce contexte-là, moi, je pense que ça devient de plus en plus indéfendable de répondre à l'appel du Hamas. Et je comprends qu'ici, en Amérique du Nord, on est capable d'avoir un regard beaucoup plus nuancé sur cette situation-là, une distance face à ça. Mais moi, ce qui me choque, c'est que c'est pas des gens dans la rue qu'on entend en train de dire « je pleure les enfants gazaouis qui sont sur les bombes, je pleure la crise humanitaire effrayante et qui se dessine là-bas ». Ce sont des gens qui appuient la revendication politique et terroriste du Hamas. On l'a entendu là, dans l'extrait, il dit « le Hamas n'est pas un groupe terroriste ». Je m'excuse, là, on ne refera pas ce débat-là, mais de rentrer dans des maisons, de forcer les gens à se réfugier dans le grenier puis à mettre le feu pour les asphyxier ou les brûler vifs, c'est du terrorisme. Et c'est ça qui rend ce genre de manifestation-là très difficile, même dans une société démocratique comme la nôtre, à digérer. Oui, en même temps, Mario, on a l'impression qu'on ne verra jamais la fin parce que de part et d'autre,
les deux parties justifient des actes de violence, de barbarie en disant « Oui, mais ce sont eux qui ont commencé. Ils sont sur notre territoire. » Ou non, nous ne faisons que nous défendre, finalement. Mais ils ont une chicane de territoire. Là. Puis, je veux dire, la Palestine n'a jamais accepté la création de l'État d'Israël. Mais tu sais, en 2000, là, on était à un cheveu, là. Tout près d'une entente. Bill Clinton avait mis tout son poids dans la balance. Les leaders de part et d'autre s'étaient serrés la main. C'était ça qu'on était vers une solution. La Palestine, à ce moment-là, le leader palestinien, Yasser Arafat, à minuit moins une, a dit moi, il me manque un petit bout, puis je pense pas être capable de vendre ça à mon peuple. Là, on est rendu là en 2023. Mais je veux dire, il n'y a rien qui justifie qu'un matin, un samedi matin, le Hamas débarque dans une fête où les gens dansent, débarque dans les villages, débarque dans les maisons, comme vient de décrire Emmanuel. Excusez-moi, il n'y a rien qui justifie ça. Puis tu sais, quand tu parles d'actes de terrorisme aussi terribles, puis ta phrase d'après, tu dis « Oui, mais Israël... » Non. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Moi, je quand même, là, il y a quand même un réveil pour nous, parce que ce conflit, il y a quelques jours, on se disait qu'on espérait que ce conflit ne se transférerait pas en tension dans nos rues. Je veux dire, en quelques jours, c'est arrivé. Là, regardez la manifestation qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, la communauté juive dit avoir peur de se promener dans les rues. L'hôpital général juif, aujourd'hui, n'était pas capable de donner. Un hôpital qui sert toute la population, pas juste la communauté juive, qui sert tout le monde, n'était pas capable de donner l'entièreté de ses services. C'est extrêmement inquiétant, là, ce qu'on vit présentement en Occident. Et le CPE, qui est situé sur le site de l'hôpital juif, a décidé de fermer ses portes aujourd'hui. Luc, est-ce que tu crains des gestes isolés? Bien sûr que je crains des gestes isolés. On a vu ce qui est arrivé en France aujourd'hui. Il s'agit qu'une tête brûlée, qu'un radicalisé choisisse ce jour-là pour faire éclater sa colère et poser des gestes qui pourraient être fatals. Il faut être conscient de ça. Il y a une radicalisation dans les esprits, dans les émotions. Ces gens-là se regardent avec une haine que je n'ai jamais vue dans d'autres circonstances dans le monde. Oui, et la diffusion de ces images horribles, Emmanuel, la peur, ça provoque la division, ça provoque par la suite la haine. Oui, puis moi, ce qui m'inquiète, alors qu'on parle de fracture sociale, c'est de voir si ce débat va contaminer nos collèges, nos universités. On a vu ce qui se passe dans les plus grandes universités américaines en ce moment. C'est effrayant, là. Je veux dire, c'est un niveau de manifestation, de mobilisation, de colère, d'insultes, comme on n'avait pas vu depuis la guerre du Vietnam. Dans le contexte des débats, de la rectitude politique, de la culture d'avoir raison ou d'avoir tort du pavé moral, est-ce que c'est ce qui menace nos écoles et nos universités? Je pense que même la ministre est inquiète, puis il va falloir voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Restez avec nous dans un instant. Israël qui ordonne à plus d'1 million de Palestiniens de quitter la bande de Gaza, le nord de la bande de Gaza. Mais où peuvent-ils aller? On vous revient après ceci. Cube Radio. Une autre vision de l'actualité. Je vous raconte, aujourd'hui, c'était aux États-Unis, plusieurs des banques qui présentaient leurs résultats, qui ont été plutôt bons, en fait, un peu à la surprise générale, parce que, bon, tout avait l'air négatif, les hypothèques, les taux d'intérêt, ralentissement de l'économie, la lutte contre l'inflation qui a ses effets. Et donc, je vais vous parler, quand on présente les résultats, à chaque fois, les PDG s'adressent aux actionnaires ou aux représentants des actionnaires. Et c'était le cas de Jamie Dimon, là, qui est le PDG de la plus grande banque aux États-Unis. Je vous donne une idée de la grosseur. La JP Morgan, c'est la plus grosse banque aux États-Unis. Et c'est assez... je vous dirais que son propos est fort intéressant, mais un petit peu contradictoire. En fait, ce qu'il a dit aux gens, c'est ça va bien mal, mais ça va bien. Parce que, très inquiet de la guerre, d'abord, d'espèce d'atmosphère mondiale, guerre en Ukraine qui se prolonge, guerre maintenant en Israël cette semaine. Donc, il dit ça affecte l'énergie, ça affecte le prix du pétrole, ça affecte... énormément le prix de la nourriture. Je pense que vous en savez quelque chose. Ça affecte le commerce international. Ça fait beaucoup d'instabilité. Donc, il dit tout ça est inquiétant. Plus, tout ça a amené une inflation. La lutte à l'inflation a signifié une hausse très rapide des taux d'intérêt. Là, c'est aussi vrai aux États-Unis que chez nous, même plus. Mais en même temps... il dépose des résultats aujourd'hui pour la JP Morgan, qui a fait des profits pour le trimestre de 13 milliards. 35 % de plus que la même période en 2022. D'où
Ça va mal, mais ça va bien. Et là, il explique ça, puis c'est un peu la contradiction du moment. Si on a autant de misère à lutter contre l'inflation, c'est parce que malgré tout, il y a le plein emploi. On dit les ménages en arrachent, mais les cours des centres d'achat sont pleines. Là, les ménages, ça voyage, il y a quand même de l'argent qui roule. Et donc, lui, il dit, oui, on a bénéficié là, pour ces excellents résultats du fait que les ménages aux États-Unis, les entreprises sont quand même en relative santé financière. Mais bon, il faut rester prudent, etc., etc. Il faut être prêt à faire face à si l'inflation persiste, les taux d'intérêt pourraient continuer à monter. Les guerres pourraient avoir un effet négatif. Et c'est aussi prononcé là, sur le conflit en disant à dénoncer la violence, à dénoncer les actes du Hamas. Mais donc, sa banque veut se tenir derrière Israël. Mais donc, ouais, c'est un propos intéressant. Donc, une vision assez négative et inquiétante de l'état du monde. Mais en même temps, d'une banque qui dit, bien là, pour l'instant, le monde a de l'argent, puis on a fait de l'argent, puis on a fait 35% de plus que pour le même trimestre durant l'année précédente. Cube Radio. On commente l'actualité. Radio. On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. L'armée israélienne qui ordonne à 1 million de Palestiniens, on y revient dans un instant. Je vous rappelle que vous voyez toujours ces images qui nous proviennent en direct du centre-ville de Montréal où une manifestation pro-Palestine est sur le point de débuter. Quand même plusieurs centaines de personnes qui sont présentes. Yves Poirier nous parlait de 1000 peut-être au total, peut-être un peu plus davantage. C'est ce qu'on va voir avec le collègue Yves Poirier un petit peu plus tard. Retrouvons Emmanuel, Mario et Luc. J'allais dire cet ordre d'évacuation où Israël demande à 1 million de civils au nord de la bande de Gaza d'évacuer. Mario, partir, mais pour aller où? C'est la bonne question. Mais Israël, on comprend le pourquoi. Israël veut établir le fait qu'on les aura avertis. On leur a dit de s'enlever de là parce que là, on va rentrer en force. Israël est dans une mission pour aller nettoyer tout ce qui est capacité militaire du Hamas. Là. Entrepôt d'armes, installation pour lancer des roquettes. Tout ça, on va vouloir faire le grand ménage là-dedans pour se protéger, pour assurer qu'il n'y aura plus d'attaques comme celle qu'on a vue en fin de semaine. Mais ceci dit, c'est la quantité de victimes civiles, de dommages collatéraux qu'on va faire. Bon, on voit déjà, là, c'est épouvantable ce qu'on est en train de faire à Gaza. Moi, je m'attends quand même, cette semaine, le monde entier, les États-Unis, ça a été un appui très ferme à Israël parce que ce qu'a vécu Israël samedi passé est tellement épouvantable qu'on a annoncé publiquement le droit d'Israël de se défendre. Je m'attends quand même à ce que dans la semaine qui vient, là, on commence à entendre des avertissements à Israël à ne pas exagérer, à un certain respect de la vie humaine, des règles du droit international quand vient le temps de faire la guerre. Parce qu'on se désolidarisera pas d'Israël, mais on va quand même vouloir encadrer la façon dont les choses se déroulent, notamment pour pas créer une nouvelle génération de terroristes, là. Oui, parce que Emmanuel, il y a un siège qui est imposé par Israël à la bande de Gaza, ce qui fait qu'on se retrouve à demander à 1 million de personnes sans eau, sans nourriture. Israël a coupé tous les approvisionnements en énergie, carburant, etc., à quitter leur chez eux, finalement. Et les blessés aussi, est-ce qu'ils vont pouvoir être vraiment évacués? Non, je veux dire, humanitairement, c'est absolument horrible, il faut le dire. Et le problème, c'est que, pour l'instant, Israël ne veut pas mettre en place un corridor humanitaire parce qu'Israël ne veut pas que ces Palestiniens rentrent en Israël. Et l'autre endroit où les envoyer, c'est du côté de l'Égypte. Et de toute évidence, l'Égypte n'a pas envie d'eux non plus. Et je pense que ça ajoute au drame de ces gens-là, c'est que personne n'en veut. Pourquoi, personne d'ailleurs? ne les protège. Parce qu'il y a déjà énormément de réfugiés palestiniens dans la région. Il faut comprendre qu'en 1948, les Palestiniens ont déjà dû se soumettre à un important exode avec la création d'Israël. Et là, c'est comme si l'histoire se répétait. Et que là, ils sont forcés dans un exode intérieur. Moi, je partage l'opinion de Mario que la pression va être très, très, très forte sur Israël pour trouver une solution. Mais en même temps, Israël est coincé de manière sécuritaire parce que comment enrayer le Hamas
Si le Hamas se sert de sa propre population comme bouclier humain, sinon le Hamas est caché dans les tunnels en dessous des maisons où habitent les boucliers humains. Alors, c'est vraiment insoluble comme situation. Luc, l'issue, ce serait quoi? De libération des otages? Est-ce que l'État hébreu peut vraiment négocier avec le Hamas? Bien, à l'heure actuelle, on dit qu'il y a négociation. Ça ne veut pas dire qu'ils se parlent directement. Il doit y avoir un intermédiaire, probablement l'Égypte ou le Qatar ou les deux. Et toute cette négociation pour la libération des otages vient en quelque sorte, quasiment décider de la suite des choses. Je pense pas qu'ils vont, excusez l'expression, foncer dans le tas maintenant. Ils vont essayer de négocier en infiltrant des gens aussi. Ils vont utiliser toutes les bonnes vieilles méthodes des forces spéciales pour essayer de trouver où ils sont et comment on peut les sortir de là. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui s'est rendue plus tôt aujourd'hui à Tel Aviv. Mario, que peut faire le Canada, dans le fond? C'est une tournée éclair, là. Elle va aussi se rendre en Jordanie, Athènes. Sincèrement, là, en tout respect, je pense que Mme Joly voulait être là, redit les messages du Canada, va les redire à la Jordanie, à toutes les parties, à Israël. Mais je pense surtout que c'était une visite de politique intérieure là, pour consolider le fait que... D'ailleurs, ça a été assez rapide, hein, ces premiers vols là, pour sortir les gens qui étaient coincés là-bas. Va faire un crochet par la Grèce, là, qui est le lieu de transit. Bon, j'ai surtout vu ça comme une visite réussie, bien faite, mais de politique intérieure là, qui s'adresse à l'opinion publique canadienne. Et en terminant, mise en garde contre la désinformation, on voulait absolument vous montrer en terminant, c'est notre collègue Francis Pilon du Journal de Montréal. Il s'était rendu dans cette région en 2021 et il y a une de ses vidéos qui avait été publiée à l'époque qui a été retweetée aujourd'hui en disant « ça se passe maintenant ». Emmanuel, il faut être plus prudent que jamais. Oui, parce que c'est le lot de la guerre. C'est que tout le monde manipule l'information, le fait n'importe comment. On l'a vu plus tôt dans la semaine. Et je pense que c'est un devoir aussi pour les médias de redoubler de prudence et de rigueur parce que c'est la crédibilité, c'est la vie, c'est la guerre qui en dépend. Emmanuel Latraverse, Luc Lavoie et Mario Dumont, merci à vous trois. Bonne soirée. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Ah voilà, c'est ce qui conclut cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres, d'avoir été fidèles avec nous. J'espère qu'on vous a résumé adéquatement ces journées d'information. Ça peut être une semaine bien le fun, sérieusement. Une deuxième guerre en 2 ans. On s'en passerait, mais quoi qu'il en soit, il faut savoir ce qui se passe. On essaie le mieux possible de vous le raconter, de vous le résumer. Je vous retrouve lundi 15h30. Bye bye. Cet épisode est